J'étais à seulement quelques semaines de mon mariage quand j'ai fait quelque chose que personne ne m'avait demandé de faire. Par pure curiosité, sans doute ni peur, j'ai commencé à apprendre la langue des signes, pensant que cela m'aiderait à me sentir plus proche de mon fiancé et de sa mère. Notre foyer était paisible, presque mis en scène, les plans du mariage sur le comptoir, des dîners tranquilles, des mains bougeant doucement à la place des mots. Je pensais être témoin d'une forme d'intimité. Puis un soir, me tenant à quelques pas, j'ai compris exactement ce qu'il lui signait. Mon souffle s'est coupé, mes instincts ont hurlé, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le silence dans notre maison n'était pas de l'amour. C'était une couverture. Au début, rien ne semblait suffisamment anormal pour y mettre un nom. Daniel m'avait prévenu que sa mère, Margaret, dépendait entièrement de la langue des signes. Elle ne pouvait ni entendre, ni parler, et selon lui, affronter le monde l'épuisait plus qu'elle ne l'admettait. Quand elle a emménagé chez nous, je me suis adaptée sans protester. La maison était grande, l'espace n'était pas un problème, et Margaret elle-même semblait douce, presque avec précaution. Elle souriait souvent, se déplaçait silencieusement et n'exigeait jamais d'attention. Au contraire, elle essayait d'occuper moins d'espace que nécessaire. Daniel est devenu sa voix. Quand elle signait, il traduisait. Du moins, au début. Avec le temps, le rythme a changé. De petites choses, des choses subtiles. Les conversations entre eux duraient plus longtemps. Ses traductions devenaient plus courtes. Parfois, il les balayait d'un geste de la main. Rien d'important, disait-il, souriant comme pour me rassurer. Juste des choses de routine. Je le croyais. Au dîner, ils signaient pendant que je mettais la table. Dans le salon, leurs mains bougeaient pendant que je répondais à des emails. Le matin, ils échangeaient des gestes rapides autour d'un café avant même que je sois complètement réveillée. J'étais toujours présente, mais de plus en plus superflue à l'instant. Personne ne me disait de partir. Personne ne demandait d'intimité. D'une certaine manière, c'était encore pire. Je me disais que je n'étais pas raisonnable. Margaret n'avait pas d'autre moyen de communiquer. Daniel était un bon fils. C'est à cela que ressemblait la compassion. Je me le rappelais chaque fois que le silence commençait à peser plus lourd qu'il n'aurait dû. Pourtant, il y avait des moments qui persistaient. Parfois, leur conversation en signes s'arrêtait quand j'entrais dans une pièce, puis reprenait une fois que je regardais ailleurs. Parfois, Daniel lui répondait avec une expression qui ne correspondait pas au ton qu'il traduisait ensuite à voix haute. Une fois, j'ai demandé de quoi il parlait et il a hésité juste assez longtemps pour que je le remarque avant de dire qu'il s'agissait des courses. J'ai balayé ça d'un rire. Je ne voulais pas être la femme qui en voulait à un parent handicapé d'avoir besoin de son enfant. Mais lentement, la maison a changé. Elle n'était pas plus bruyante. Ni plus froide. Elle était plus étroite. Comme si des conversations entières se déroulaient dans un espace que je pouvais voir mais dans lequel il m'était interdit d'entrer. Je me suis surprise à choisir délibérément le silence, ne voulant ni interrompre ni paraître intrusive. Plus je prenais du recul, plus il leur semblait naturel de combler cet espace sans moi. C'est alors que j'ai décidé de continuer à apprendre, pas pour espionner, ni pour surprendre qui que ce soit en train de mentir. Je me disais que je voulais participer, mieux comprendre Margaret, arrêter de me sentir comme une invitée dans ma propre maison. À ce moment-là, cela semblait encore innocent, presque prévenant. Je ne réalisais pas que le silence que j'essayais de combler faisait déjà exactement ce pourquoi il était conçu. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. Il est arrivé discrètement, comme la compréhension le fait souvent, sans préavis, sans permission. À ce moment-là, apprendre la langue des signes était devenu une partie de ma routine. Je pratiquais dans de courts moments de libre, répétant les mouvements dans ma tête en attendant que des réunions commencent, traçant des formes dans l'air quand j'étais seule. Je ne me suis pas précipitée. Je n'essayais pas de devenir bilingue du jour au lendemain. Je voulais seulement comprendre assez pour me sentir incluse, pour combler le fossé invisible qui s'était formé dans ma propre maison. Cet après-midi-là ne semblait en rien différent des autres. Les détails du mariage étaient étalés sur le comptoir de la cuisine. La maison était calme, ordonnée,
presque mise en scène. Daniel et Margaret étaient assis dans le salon, tournés l'un vers l'autre, leurs mains bougeant à ce rythme familier que j'avais appris à ignorer. Je me suis dit de ne pas regarder. Je me suis dit que ce n'était pas ma place. Puis une phrase a attiré mon attention. Pas une phrase complète, juste un fragment. Un mouvement que j'ai reconnu avant que mon esprit ait eu le temps de s'y préparer. J'ai arrêté de marcher. Margaret signait rapidement maintenant, ses mouvements plus vifs que d'habitude. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mains, aucune fragilité dans sa posture. Daniel a répondu sans la quitter des yeux. Son expression était concentrée, contrôlée. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Je ne me suis pas approchée. J'ai simplement compris. Elle posait des questions sur le timing, non pas pour le dîner, ni pour les courses, mais pour l'après. Daniel a répondu en signant avec un petit geste dédaigneux de la main. Peu après le mariage, tout serait plus facile ensuite. Ma poitrine s'est serrée. Il parlait d'argent. Pas vaguement, pas hypothétiquement, mais de paiement, de factures, de ce qui deviendrait accessible une fois que nous serions légalement liés. Daniel a mentionné des chiffres ronds qui m'ont noué l'estomac, non pas comme des estimations, mais comme des attentes. Margaret a réagi avec une impatience visible, demandant combien de temps il devrait rester, combien de temps encore il devrait faire semblant. Faire semblant. Ce mot m'a frappé avant même que je puisse le ressentir. Daniel l'a rassuré. Il a signé que je lui faisais confiance, que je ne remettais rien en question, que la maison, les comptes, les engagements, tout se mettrait en place une fois les papiers signés. La bouche de Margaret s'est incurvée en un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Pas doux, pas poli, mais satisfait. Puis elle a signé quelque chose qui a fait rire Daniel. J'ai compris cela aussi. Elle a fait référence à leur arrangement, à quel point il avait été convaincant, à la façon dont le silence rendait les gens négligents. Elle n'a pas signé cela, elle a signé quelque chose d'autre, quelque chose qui impliquait un partenariat, une stratégie. Mon corps a réagi avant mon esprit. Je me suis figé. Pas de manière spectaculaire, ni visible. J'ai simplement cessé d'exister dans l'instant. Mes mains sont devenues engourdies. L'air semblait trop rare. Le temps s'est étiré, suspendu entre une inspiration et la suivante. J'étais debout dans la même pièce, dans ma propre maison, regardant l'avenir que j'avais accepté de voir s'effondrer en silence complet. Daniel a levé les yeux à ce moment-là et m'a remarqué. Instantanément, ses mains ont cessé de bouger. Son visage s'est adouci pour prendre une expression familière, étudiée. Il a parlé à voix haute, d'un ton désinvolte, me demandant si j'avais besoin de quelque chose. Margaret s'est tournée et m'a souri, avec la même expression prudente qu'elle portait toujours. Je me suis forcée à bouger. J'ai hoché la tête. J'ai dit que tout allait bien. J'ai pris un dossier sur la table, mes doigts stables malgré le vacarme qui rugissait dans ma tête. Je me suis éloignée sans me presser, sans regarder en arrière. Ce n'est qu'une fois la porte de la chambre refermée derrière moi que je me suis autorisée à respirer. Le mariage n'avait pas changé. La date n'avait pas bougé. Tout le monde croyait encore à la même histoire. Mais je savais alors que ce que je venais de comprendre n'était pas destiné à mes oreilles. Et cette compréhension a tout changé. Je ne l'ai pas confronté. Ce fut la première décision que j'ai prise après que le choc a relâché son emprise. Je me suis assise sur le bord du lit, les mains croisées sur mes genoux, fixant le vide tandis que mon esprit bougeait avec une clarté brutale. La confrontation aurait été satisfaisante pendant exactement 3 secondes. Après cela, elle aurait été dangereuse. J'ai compris cela instinctivement. Ce que Daniel et Margaret préparaient n'était pas impulsif. C'était structuré, chronométré, et s'ils réalisaient que je savais, ils ne paniqueraient pas, ils s'adapteraient. Le silence, ai-je réalisé, n'était plus une faiblesse. C'était une couverture. J'ai rejoué la conversation dans ma tête, non pas de manière émotionnelle, mais stratégique. Ce qu'ils supposaient, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils contrôlaient, ce qu'ils pensaient que je ne comprendrais jamais. Leur confiance venait d'une seule chose, l'asymétrie. Ils avaient des informations que je n'avais pas,
du moins le croyaient-ils. Ce déséquilibre était la seule raison pour laquelle ils étaient assez audacieux pour en discuter ouvertement dans ma maison, avec moi juste à côté. Si je brisais cette illusion trop tôt, je perdrais le seul avantage que j'avais. Alors, j'ai choisi de rester impassible en apparence, tout en réfléchissant intensément. Au cours des jours suivants, je suis devenue exactement celle qu'ils s'attendaient que je sois. Calme, agréable, concentrée sur les détails du mariage. J'ai posé des questions sur le plan de table. J'ai discuté des menus. J'ai souri quand Daniel traduisait les commentaires inoffensifs de Margaret et j'ai hoché la tête quand il disait qu'elle était juste fatiguée. Rien dans mon comportement ne suggérait que quelque chose avait changé. À l'intérieur, tout avait changé. J'ai commencé à prêter attention au schéma plutôt qu'aux sentiments. Quand ils parlaient, ou, ce qu'ils évitaient de discuter à voix haute, quel sujet rendait Daniel plus attentif, plus contrôlé. J'ai remarqué à quelle fréquence les signes de Margaret changeaient de ton selon que j'étais dans la pièce ou non. J'ai remarqué que Daniel ne laissait plus de paperasse sans surveillance. À quel point il était devenu prudent dans les conversations informelles. Ils étaient prudents, mais pas assez. Le fait de me figer m'avait fait gagner du temps, et le temps m'a apporté la clarté. J'ai compris alors pourquoi réagir immédiatement m'aurait tout coûté. La colère m'aurait rendue prévisible. La peur m'aurait rendue négligente. Le silence me rendait invisible. Tant qu'ils croyaient que j'étais inconsciente de tout, ils continueraient exactement comme avant. Ils feraient des plans en supposant que j'étais toujours la même femme qui leur faisait confiance. Cette supposition était leur erreur. Je n'étais pas encore prête à agir. Pas publiquement, pas de manière décisive. Mais j'ai commencé à me positionner pour le moment où je le serais. J'ai réexaminé les engagements que j'avais reportés. J'ai discrètement revérifié les limites que j'avais assouplies par souci de paix. J'ai pris des notes mentales de ce qui pouvait être des faits et de ce qui ne le pouvait pas. Pour la première fois depuis que j'avais appris la vérité, j'ai ressenti autre chose que le choc, le contrôle. Le fait de me figer ne m'avait pas piégé. Il m'avait protégé. Il empêchait le danger de me voir clairement pendant que j'apprenais à me mouvoir sans être vu. Et tant qu'ils continueraient à parler librement dans leur silence emprunté, ils ne réaliseraient jamais que la personne autour de laquelle ils construisaient leur plan n'existait plus. Je n'avais plus besoin de réponse. J'avais besoin d'un levier. Alors, j'ai continué à jouer mon rôle. Je suis restée agréable, prévisible. J'ai laissé Daniel croire que le mariage avait toute mon attention pendant que je déplaçais discrètement la mienne ailleurs. La clé n'était pas la vitesse, mais la chronologie des actions. Un seul faux pas dans le désordre les alerterait. Je ne pouvais pas me le permettre. J'ai commencé par ce qui m'appartenait déjà, non pas de manière spectaculaire, mais méthodique. J'ai réexaminé les engagements dans lesquels je m'étais précipitée par confiance. J'ai ralenti les processus qui n'avaient pas besoin d'être immédiats. J'ai revérifié les arrangements qui deviendraient permanents après le mariage et j'ai posé des questions neutres qui semblaient pratiques, et non suspectes. Chaque étape était assez petite pour être invisible seule. Ensemble, elles ont changé le paysage. À la maison, je suis restée ordinaire. Je ne regardais pas quand Daniel et Margaret signaient. Je n'interrompais pas. Je ne demandais pas de quoi ils discutaient. Cette retenue était importante. Elle maintenait leur confiance intacte. Ils continuaient à parler librement de paiements qui seraient plus faciles à gérer plus tard, de factures qui n'auraient plus d'importance une fois les comptes partagés, de la nature temporaire de la situation. Ils parlaient comme des gens qui comptaient déjà un argent qui n'était pas encore le leur. Je les ai laissés faire. Au lieu de réagir, je documentais les schémas, le timing, la fréquence, la façon dont le ton de Daniel devenait plus sec lorsque le sujet dérivait vers les échéances, la façon dont l'impatience de Margaret faisait surface chaque fois que les plans n'avançaient pas assez vite. Je n'avais pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit formellement. J'avais juste besoin de comprendre comment fonctionnait leur confiance et de quoi elle dépendait. Puis j'ai commencé à ajuster les accès. Rien qui ne puisse être retracé à une seule décision, juste de subtils recalibrages. Des permissions révisées, des dépendances réduites. J'ai tout présenté comme de la préparation,
de la diligence, le genre de comportement responsable que les gens louent chez une fiancée qui a sa vie en main. Daniel ne l'a jamais remis en question. Au contraire, il semblait soulagé que je m'occupe de détails auxquels il ne voulait pas penser. C'était l'ironie. Plus je paraissais sûr de moi, moins il me surveillait de près. Je n'ai pas annulé le mariage. Pas encore. Le faire aurait soulevé des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. J'avais besoin qu'il continue de croire que le calendrier était intact. Leur sentiment d'urgence jouait en ma faveur. Plus nous nous approchions, plus ils devenaient négligents dans leurs suppositions. Se positionner, ce n'est pas attaquer. C'est s'aligner. S'assurer que, le moment venu, le résultat semble inévitable plutôt que forcé. Au moment où tout était en place, rien de spectaculaire ne s'était produit en surface. Pas de dispute, pas de scène, pas d'accusation. Quiconque aurait regardé de l'extérieur aurait vu une femme se préparant calmement au mariage. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que les fondations de cet avenir avaient déjà été démantelées, discrètement, proprement, et sans une seule confrontation. Je n'avais pas besoin qu'ils avouent. Je n'avais pas besoin qu'ils paniquent. Tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'ils continuent à parler, à supposer, et à croire que j'étais exactement là où ils m'avaient laissé. Ils n'ont jamais remarqué que j'avais déjà bougé. Le dénouement n'a pas commencé par une dispute. Il a commencé par le silence. 2 jours avant ce qui devait être notre dernière réunion pour le mariage, Daniel est rentré chez lui, agité. Il n'a pas dit pourquoi au début. Il se déplaçait dans la maison avec une tension qu'il ne pouvait cacher, vérifiant son téléphone plus souvent que d'habitude, s'interrompant au milieu d'une phrase quand Margaret lui signait. Leurs conversations sont devenues plus sèches, plus rapides, moins prudentes. Je suis restée exactement la même. Quand Daniel a finalement parlé, ce n'était pas une accusation. C'était de la confusion. Quelque chose à propos d'un retard, d'une complication qu'il n'avait pas anticipée. Il l'a dit nonchalamment, comme si le problème allait se résoudre de lui-même s'il ne l'examinait pas de trop près. Margaret ne partageait pas son optimisme. Ses signes étaient maintenant brusques, irrités. Elle a demandé ce qui n'allait pas. Je le savais déjà. Le calendrier sur lequel ils comptaient n'existait plus. Les suppositions qu'ils avaient faites sur l'accès, sur l'inévitabilité, sur le contrôle que le mariage leur donnerait s'étaient effondrées silencieusement sous leurs pieds. Non pas parce que je les avais bloqués directement, mais parce que j'avais supprimé les raccourcis sur lesquels ils comptaient. Ils ont commencé à se disputer comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, mais avec urgence. Leur certitude avait disparu, remplacée par un besoin de tout recalculer. Margaret a pressé Daniel de la rassurer. Il ne pouvait pas. Daniel, pour la première fois, n'avait pas de réponse prête. Le mariage n'a pas été annulé en un instant. Il s'est retrouvé au point mort. Des rendez-vous ont été reportés. Des décisions nécessitaient soudainement plus de temps. L'aisance que Daniel projetait autrefois a été remplacée par une frustration qu'il essayait de déguiser en stress. Quand il a suggéré de repousser la date juste un peu, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement accepté. C'est à ce moment-là que la structure a finalement échoué. Sans la pression d'un mariage imminent, leur urgence est devenue visible. Ils ont insisté là où ils n'auraient pas dû, demandé des choses trop directement, fait des suppositions qui ne correspondaient plus à la situation. Et quand ils l'ont fait, les garde-fous que j'avais discrètement mis en place ont réagi sans mon intervention. Il n'y a pas eu de révélation spectaculaire, pas de confrontation dans le salon, pas de cri ni d'accusation, juste une suite d'événements qui ne tournaient plus en leur faveur. Daniel l'a réalisé le premier. Il m'a demandé un soir si quelque chose avait changé. Pas avec colère, pas sur la défensive, mais prudemment, comme s'il testait le terrain sous ses pieds. Je l'ai regardé et j'ai dit la vérité, mais pas toute la vérité. J'ai dit que j'avais besoin de temps, que je n'étais pas à l'aise pour avancer comme nous l'avions prévu. Margaret m'a observé attentivement pendant que Daniel traduisait. Son expression a changé d'une manière que j'ai immédiatement reconnue. Pas de la confusion, mais la reconnaissance.
Ils ont compris alors que l'avenir qu'ils avaient planifié n'était plus disponible pour eux. Le mariage n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'annonce, pas d'explication offerte à quiconque en dehors de notre foyer. Il a simplement cessé d'exister en tant qu'option. Et une fois cette porte fermée, tout ce sur quoi il comptait a disparu avec elle. Je n'ai pas célébré. Je ne me suis pas sentie victorieuse. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus stable que le soulagement. La certitude qu'ils avaient échoué, non pas parce que je les avais combattus, mais parce que j'étais sortie du rôle qu'ils avaient besoin que je joue. Si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que la force ne s'annonce pas toujours. Erika n'a pas gagné en dominant qui que ce soit. Elle n'a pas crié plus fort que les gens qui ont essayé de la tromper, et elle ne s'est pas précipitée pour les démasquer pour le plaisir d'un soulagement émotionnel. Au lieu de cela, elle a fait un choix plus discret, un choix qui exigeait de la patience, de la retenue et une profonde compréhension de ses propres limites. Ce qui ressort le plus chez Erika, ce n'est pas ce qu'elle a fait à la fin, mais ce qu'elle n'a pas fait au moment le plus crucial. Elle n'a pas laissé le choc se transformer en panique. Elle n'a pas laissé la trahison la pousser à une action imprudente. Elle s'est donné le temps de voir la situation dans son ensemble avant de décider quelle part d'elle-même elle était prête à risquer. Et c'est là que réside la vraie leçon. Car la trahison n'est pas toujours évidente. Elle ne s'accompagne pas toujours de cris ou d'ultimatums spectaculaires. Parfois, elle se cache derrière la politesse, derrière les rôles familiaux, derrière un silence qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le danger ne réside pas seulement dans le fait qu'on vous mente. Il est dans la réaction avant de comprendre ce qui est vraiment en jeu. Erika a choisi la clarté plutôt que le chaos. Elle a choisi de protéger son avenir au lieu de prouver quelque chose dans le présent. Et en faisant cela, elle s'en est sortie non seulement indemne, mais plus sage. Alors, voici une chose à laquelle réfléchir. Si vous découvriez une vérité qui changeait tout, mais que la révéler immédiatement risquait de vous coûter plus qu'elle ne vous apporterait, que feriez-vous? Réagiriez-vous à la trahison ou prendriez-vous du recul pour décider comment vous voulez que votre histoire se termine? Si cette situation vous a fait réfléchir, partagez vos pensées ci-dessous. Et si vous appréciez les histoires qui mettent l'accent sur la conscience de soi, les limites et l'intelligence émotionnelle, n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres.